L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 26 mai 2020. Incendie chez Rabotage L'Île-et-Nord à Saint-Jean-Port-Joli. Les centres commerciaux rouvriront dès le 1er juin à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal et plusieurs autres secteurs sont en voie de réouverture. Un pourcentage de guérison de 85,2 % de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Une femme de Sainte-Perpétue de Lillet arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. Bernard Généreux discute de solutions avec les SADC-CAE de la circonscription. Le Québec en déconfinement, les campings n'attendent que le feu vert. Lévis, un surplus de 13 millions de dollars pour affronter la crise. Au sport, le tournoi de golf de la Fondation du Cégep de la Pocatière est annulé en raison de la COVID-19 et Camp de jour 2020, la ville de Montmagny statuera au cours des prochains jours. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Hier, lundi, le 25 mai, un entrepôt de copeaux de bois de Rabotage L'Île-et-Nord de Saint-Jean-Port-Joli est devenu une perte totale à la suite d'un incendie majeur qui a mobilisé pas moins de 5 casernes incendies de la région de Lillet, le bâtiment voisin de la coopérative de travailleurs Horisol qui a également été endommagé. Plusieurs conditions comme l'intensité calorifique occasionnée par la présence des copeaux de bois et la force des vents ont contribué à l'accélération du brasier. L'appel est par ailleurs entré entre 10h45 et 11h lundi matin. Aussitôt, l'alerte générale a été sonnée afin d'avoir recours aux pompiers des casernes voisines de Saint-Aubert, Lillet, Saint-Roch-des-Aunais et Sainte-Louise. Au plus fort du feu, une cinquantaine de pompiers combattaient les flammes. On a même craint pour le bâtiment voisin, la coopérative de travailleurs Horisol, et qui a été évacuée par la Sûreté du Québec. Contrairement à l'entrepôt de copeaux de bois de Rabotage L'Île-et-Nord, qui lui est une perte totale, seul le mur ouest du bâtiment de la coopérative a été touché. Au total, il y aurait jusqu'à 250 000 $ de dommages. Tout porte à croire que l'incendie a été occasionné par la présence de parties métalliques impossibles à détecter à l'intérieur des copeaux de bois. Ceux-ci se seraient enflammés en raison de la forte chaleur présente à l'intérieur de la cheminée du souffleur, servant à les pousser à l'intérieur de l'entrepôt. On ne dénombre aucun blessé. Lors de son point de presse, le premier ministre François Legault a annoncé que les centres commerciaux pourront rouvrir leurs portes à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal dès le 1er juin et que plusieurs autres secteurs feront l'objet d'une annonce de réouverture au cours des prochaines semaines. Et Québec a d'ailleurs publié une mise à jour de son plan de déconfinement graduel en plusieurs phases.
Évidemment, le déploiement de ce plan de déconfinement est conditionnel à l'évolution de la situation épidémiologique, et ce, dans toutes les régions du Québec, a fait savoir le premier ministre. Et pour les autres secteurs, il faut y aller graduellement pour ne pas surcharger nos hôpitaux, où la situation du personnel est toujours précaire. Mais je veux vous dire qu'on ne vous a pas oublié, a déclaré le premier ministre. En plus des centres commerciaux, plusieurs autres secteurs font présentement l'objet de travaux à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, la CNESST, en collaboration avec les autorités de santé publique. Des guides faisant état des modalités de réouverture dans chaque secteur sont en préparation et seront diffusés au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Le premier ministre a donné comme exemple des secteurs qui rouvriront bientôt les campings, les lieux de culte, les restaurants, les bars, les gyms, les sports professionnels et les hôtels. Il a aussi réservé un message particulier aux artisans du milieu culturel. Je l'ai souvent dit, pour moi, la culture, c'est l'âme d'un peuple. Je pense qu'on pourra ouvrir les plateaux de tournage et faire des captations en suivant des consignes. On peut capter des spectacles. On a déjà quelques exemples à la télévision. Les Québécois ont besoin de voir leurs artistes. J'ai une rencontre cet après-midi avec la ministre de la Culture. On va dégager un budget spécial pour la culture. C'est important pour le moral des Québécois. Aux côtés des acteurs québécois bien connus Pierre-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse, le premier ministre s'est adressé directement aux jeunes. Le Québec est en train de se déconfiner graduellement. C'est un soulagement pour beaucoup de monde. On doit prendre l'habitude de porter un masque, surtout dans les transports collectifs et dans les commerces. C'est un travail d'équipe, une responsabilité collective qu'on a. Très engagés, les deux acteurs très aimés du jeune public ont lancé un message fort aujourd'hui. Je répète aux jeunes, bravo et merci. Vous êtes bons, même si c'est difficile de vivre la fin de son secondaire en confinement. Les mesures, il faut continuer de les suivre. Mettre un masque, c'est être responsable et cool, a lancé Mme Labrosse. Les jeunes, qui vivent une étape importante de leur vie, décident des adultes qu'ils veulent devenir. C'est difficile pour eux d'être confinés, mais il faut protéger les gens autour de nous. Plus on travaille ensemble, plus vite on retourne à la vie normale qu'on avait avant, a quant à lui ajouté M. Funk. Bien que le nombre de personnes testées continue d'augmenter, le nombre de nouveaux cas confirmés, quant à lui, demeure plutôt stable. C'est vraiment un bon signe, s'est exprimé François Legault. Le premier ministre s'est par ailleurs dit satisfait que l'objectif de tester plus de 14 000 personnes quotidiennement soit enfin atteint. Jeudi et vendredi dernier, on en a fait 14 500 et 15 400. Depuis un bout de temps, c'est au Québec qu'on fait le plus de tests par habitant au Canada. On doit continuer comme ça, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, mes remerciements sont pour vous, les jeunes. Vous avez été patients. Vous êtes notre avenir. Vous êtes créatifs. Je suis convaincu que vous allez relever le défi de notre nouvelle vie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de deux jeunes qui sont des modèles et une fierté pour tous les Québécois, a déclaré François Legault, premier ministre du Québec. Les faits saillants maintenant datent du dimanche 24 mai 2020 à 18 h. Il y avait au Québec 47 984 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 573. 1425 personnes étaient hospitalisées, dont 179 aux soins intensifs, soit 9 de plus qu'au dernier bilan quotidien. 14 654 personnes initialement atteintes sont par ailleurs guéries de la COVID-19, une augmentation de 323 par rapport au dernier bilan. Le bilan des décès s'élève à 4 069 au Québec, une augmentation de 85 par rapport au dernier bilan. Voici les principaux éléments pour le 25 mai en lien avec la situation de la COVID-19 pour la région administrative de Chaudière-Appalaches. Le nombre de cas confirmés est de 486. 6 personnes sont hospitalisées, dont 2 sont aux soins intensifs. Pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 414 personnes rétablies
pour un pourcentage de guérison de 85,2 % et 8 décès cumulatifs. La situation demeure inchangée pour les MRC de Montmagny et Lillet. Toutefois, bonne nouvelle pour la MRC des Aides-Chemins, car il n'y a plus de cas actifs dans ce secteur. Aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 2 cas actifs, résidents actuellement infectés parmi les résidents et un total de 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé. Le 18 mai dernier, vers 20h15, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Bellechasse ont intercepté une femme de 39 ans alors qu'elle conduisait son véhicule avec les capacités affaiblies par la drogue. On en parle après la pause. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les 2 bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte qui est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le 18 mai dernier, vers 20h15, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Bellechasse ont intercepté une femme de 39 ans alors qu'elle conduisait son véhicule avec les capacités affaiblies par la drogue. L'automobiliste de Sainte-Perpétue de Lillet circulait alors sur le premier rang à Arma au moment de l'arrestation. La dame a dû fournir un échantillon de sang. Aussi, le samedi 16 mai dernier, à la suite d'une interception pour une infraction au Code de la sécurité routière sur la route 112 à Vallée-Jonction, un jeune homme dans la vingtaine a été arrêté pour possession de méthamphétamine. Il a été libéré par voie de sommation et devra passer devant le juge à une date ultérieure. Le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a tenu récemment 2 rencontres virtuelles en collaboration avec des représentants de la SADC du Kamouraska et de la MRC de Rivière-du-Loup, du CAE, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, et de l'Agence de développement économique Canada, incluant des intervenants du milieu d'affaires de la région, afin de discuter des modifications apportées au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, ainsi que de la mise en œuvre du Fonds d'aide et de relance régional, le phare. Alors que le Québec procède en toute prudence à un déconfinement graduel cet été, je continue à me rendre disponible pour accompagner les entrepreneurs de notre région dans leur démarche, afin qu'ils soient bien positionnés pour passer à travers la crise et profiter de la relance lorsqu'elle aura lieu. Nos initiatives concertées ont été bien appréciées et nous avons pu constater, lors de nos rencontres virtuelles, qu'il existe une excellente synergie entre les différents acteurs économiques régionaux voulant unir leurs forces pour assurer la viabilité et le succès de nos entreprises, a déclaré le député Bernard Généreux. Suite à des semaines de représentation effectuées par le député Bernard Généreux et le caucus conservateur, le gouvernement Trudeau a enfin élargi les critères de ce programme afin de rendre admissibles aux prêts d'urgence les entreprises qui n'avaient pas la masse salariale de 20 000 $ telle qu'elle était définie, soit parce que les propriétaires opérateurs se payaient en dividendes ou parce qu'ils avaient recours à des employés à contrat, comme il est fréquemment le cas à travers la circonscription. Pour les entreprises qui demeurent inadmissibles à ce programme, celles ayant plus de 250 000 $ de chiffre d'affaires sont invitées à prendre contact avec l'Agence de développement économique Canada, alors que les autres PME peuvent se tourner vers les SADC-CAE régionales pour accéder à des prêts d'urgence dans le cadre du nouveau Fonds d'aide et de relance régionale.
Les propriétaires de terrains de camping s'impatientent et se sont préparés à recevoir des campeurs. Ils n'attendent que le feu vert des autorités pour ouvrir. Au camping Stoneham, Camille Gagné-Sainte-Claire et son conjoint Mathieu Blanchette reprenaient cette année le flambeau de la gestion du site, dont s'occupaient ses parents, Joanne Sainte-Claire et André Gagné, depuis des années. Tout un baptême pour elle en temps de pandémie. Le Journal de Québec a rencontré la famille qui attend avec impatience les consignes de la santé publique pour pouvoir enfin ouvrir. J'ai de la misère à comprendre la logique du gouvernement. Ils ouvrent les centres d'achat et nous, on ne peut pas ouvrir alors qu'on est en plein air, déplore Camille. Même si elle demeure dans l'incertitude concernant la suite de l'été, la famille ne s'est pas tourné les pouces. On a repensé chacun des processus. La distance est assurée à l'accueil. On en retrouve où l'on retrouve l'incontournable désinfectant et les plexiglas. On imagine des façons d'ouvrir certaines zones de jeu, on se résigne à en condamner d'autres. Le sort de la piscine et les jeux d'eau est incertain. S'ils ont la permission, les propriétaires ont pensé établir des plages horaires à réservation et de limiter le nombre de baigneurs. Déjà, les pertes sont grandes. La saison, en temps normal, débute au début mai. Il ne faudrait pas dépasser la Saint-Jean parce qu'on sera obligé de rembourser une centaine d'acomptes. Au camping Québec, en ville, sur la route de l'aéroport, les portes ouvrent en temps normal autour du 20 avril. C'est donc plusieurs semaines qui tombent à l'eau cette année. Le propriétaire, André Provost, accueille la situation en soupirant. C'est mort. Quand on n'accueille pas les saisonniers et les passants, c'est désert, se désole-t-il. Même son de cloche dans un autre camping que le journal a joint, mais où le propriétaire préférait ne pas être nommé. On a hâte. On attend après le gouvernement, mais on commence à trouver ça long. À la Fédération québécoise du camping Caravaning, la porte-parole, Louise Gagnon, assure que des pressions sont faites pour la réouverture. On veut que les sites accueillent des campeurs, mais on est conscient que ce sera avec des restrictions. Chez Camping Québec, le PDG Simon Tessier n'a pas souhaité accorder d'entrevue. On ne veut pas non plus exposer les détails du plan de déconfinement qu'on a présenté au gouvernement. Rappelons que les campings de Montmagny sont également fermés pour l'instant et l'accès y est interdit. En terminant, la ville de Lévis affrontera les difficultés économiques liées à la pandémie de la COVID-19 avec un surplus de 13 millions de dollars. La ville de Lévis a terminé son exercice financier 2019 avec un excédent des revenus sur les dépenses de 13 millions de dollars, soit 4,6 % du budget de 286 millions. La marge de manœuvre devrait donc être plus grande pour éponger les imprévus de l'année 2020. Selon le maire Gilles Lehoulier, cet excédent de fonctionnement est lié à des revenus additionnels de l'ordre de 8 millions de dollars, conjugués à des dépenses moindres de 5 millions. Cet excédent serait le résultat combiné d'une forte croissance économique et d'une saine gestion administrative. Le maire Gilles Lehoulier était accompagné lundi du trésorier Marcel Rodrigue pour la présentation du rapport financier 2019. Au chapitre des revenus additionnels de 8 millions de dollars, l'écart provient des revenus des droits de mutation immobilière d'une somme de 5,2 millions de dollars et des revenus de taxes totalisant 1,8 million de dollars. Au sujet des dépenses, l'écart favorable de 5 millions s'explique par des économies de 2,3 millions à l'égard de la masse salariale et des frais de financement moindres de 1,8 million relatifs au service de la dette et au régime de retraite. En 2019, Lévis avait établi un record avec l'émission de permis de construction d'une valeur de 443 millions de dollars. Le maire a répété qu'une partie du surplus accumulé sera utilisée pour minimiser et alléger le fardeau fiscal des contribuables en 2021. La Ville souhaite également renflouer certaines réserves financières. Si une récession se pointe, les Lévisiens pourraient obtenir un répit. Les taxes pourraient même subir un gel. Et si on est capable d'aller à 0 %, on va le faire. On a un objectif assez ambitieux. C'est pourquoi on n'hésitera pas à utiliser nos surplus minimalement au moins 1 % sur le compte de taxes, a mentionné M. Lehoulier. Après 3 mois de crise ou presque, le maire assure que les chiffres présentés lundi ne sont pas désuets. Pour l'instant, seul le transport en commun semble faire mal à l'administration municipale.
Un état de situation au 15 mai dernier sera toutefois disponible sous peu. Nos surplus, ça donne bien. L'impact n'est pas si mauvais sur le budget. On parle de 1 à 2 millions de dollars d'impact négatif. Ça va être surtout le transport en commun qui va faire le plus mal. Chaque mois qui passe, c'est 300 000 à 400 000 dollars. Je ne pense pas que la relance soit si rapide, a-t-il ajouté. Par ailleurs, Lévis ne ralentira pas le développement touristique du parc des chutes de la Chaudière avec, au minimum, un pavillon d'accueil pour le moment. Dans quelques instants, les sports. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, la pandémie de COVID-19 qui bouleverse toute la société n'a malheureusement épargné la fondation du Cégep de la Pocatière, puisque les organisateurs n'ont eu d'autre choix que d'annuler son traditionnel tournoi de golf qui était prévu le 15 août prochain. Ce sont les mesures de distanciation sociale instaurées par le gouvernement du Québec qui ont eu raison du tournoi en question. Par contre, l'édition du 14 août 2021 aura lieu. Sensible à ce que vivent des membres de la communauté, l'organisation du tournoi est consciente que beaucoup d'entreprises vivent actuellement des moments difficiles. Si toutefois certaines personnes sont en mesure d'aider la Fondation, on les invite à faire un don en ligne au Faites un don en ligne au jedoneenligne.org/fondation. La Fondation du Cégep de la Pocatière rappelle que sa principale raison d'être est toujours d'assurer son soutien en appuyant les différents programmes des bourses favorisant la persévérance et la réussite scolaire. Malgré la situation, la Fondation poursuit sa mission en remettant des bourses dans le cadre des galas virtuels au Cégep de la Pocatière et au Centre d'études collégiales de Montmagny, mais également au gala des écoles secondaires de la région. Nous tenons à profiter de cette occasion pour vous remercier de soutenir la Fondation. C'est dans une période difficile comme celle-ci que nous avons besoin de vous, plus que jamais, a déclaré la direction de l'organisme. Et au cours des dernières heures, le gouvernement Legault a donné le feu vert à l'ouverture des camps de jour partout en province durant la saison estivale. Du côté de Montmagny, l'équipe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a imaginé quelques scénarios à partir des recommandations et mesures de la santé publique figurant dans le guide de relance des camps en contexte de COVID-19 qu'elle présentera au cours des prochains jours aux membres du conseil municipal. On s'attend donc à ce qu'une décision soit rendue vers la fin de la semaine, d'ici quelques jours, quant à la tenue ou non de camp de jour à Montmagny cet été. Nous savons que les parents attendent avec impatience de savoir s'il y aura ou non un camp de jour à Montmagny pour planifier leur été. Mais pour respecter les consignes gouvernementales et s'assurer d'être en mesure d'offrir un environnement sécuritaire aux enfants et à leurs animateurs, il y a plusieurs choses à considérer avant de statuer. Le respect des ratios enfants-animateurs est l'un des enjeux, tout comme la désinfection. Mais le principal est de trouver assez de locaux pour accueillir les enfants lors des jours de pluie, tout en s'assurant la distanciation sociale. Une chose est certaine, si le camp de jour ouvre ses portes, les places seront limitées, a expliqué le maire de Montmagny, Rémi Langevin. D'ici à ce que la décision officielle soit rendue, les citoyens souhaitant être tenus informés des développements sont invités à visiter régulièrement le site Internet de la Ville, à suivre la page Facebook Région de Montmagny et à s'abonner à l'infolettre de la Ville de Montmagny ainsi qu'à son nouveau système d'alerte de masse, le CITAM. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles
au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 090 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire rouvrira ses portes officiellement lundi 1er juin prochain. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. On vous attend. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Madloire, Montmagny, 248-7474. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, selon nos météorologues, il semblerait qu'on soit en pleine canicule. À voir. De toute façon, si je me fie aux prévisions de la météo, ça ressemble à ça. Hier, vraiment, une belle journée. Écoutez, ça fait quoi? Presque 2 semaines qu'on n'a pas eu de pluie. On annonce peut-être un petit peu de pluie aujourd'hui. Mais d'abord, regardons notre image radar de ce mardi 26 mai. Donc, vous voyez cette masse nuageuse qui est au nord du fleuve. Donc, il pourrait peut-être tomber quelques gouttelettes dans la région particulièrement de Charlevoix. Alors, ce qu'on nous prévoit aujourd'hui, c'est du temps généralement ensoleillé avec un maximum de 27 et avec le facteur humidex, ça pourrait monter à 33 degrés. L'indice UV de 9 ou très élevé. Donc, si vous devez sortir, aller jouer au golf ou peu importe, eh bien, il faudra peut-être mettre de la crème nécessaire là, pour vous protéger. Ce soir et cette nuit, partiellement nuageux, 60 de probabilité d'averse au cours de la soirée et après minuit, avec risque d'orage, parce que le temps est quand même très humide. Nappe de brouillard se formant vers minuit avec un minimum de 14 degrés. Demain, mercredi, alternance de soleil et de nuages, 30 de probabilité d'averse tard en après-midi, nappe de brouillard qui se dissipera au cours de l'avant-midi, maximum de 24 degrés, facteur humidex de 26 pour demain mercredi, l'indice UV sera de 8 ou de très élevé. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum de 15, et pour jeudi, c'est encore du beau soleil avec 26 degrés pour Montmagny-Lillet et 28 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de 19. Et pour vendredi, bien là, ce sont des averses avec un maximum de 23 pour Montmagny, 24 pour Lillet et 25 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, ce sont des averses, minimum de 16. Et pour samedi, averses du temps venteux avec un maximum de 19 degrés. Pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum frais de 16 degrés. C'est tout un contraste là, avec ce qu'on vit depuis quelques jours. Donc, une fin de semaine là, où ce sera pluvieux, venteux et ce sera frais. Et pour la première journée du mois de juin, pour lundi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum frais et sous les normales de saison avec 18 degrés. Bien, justement, les normales de saison sont de 19 le jour et 6 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h55 ce matin, se couchera à 20h23, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2001 avec 26,8. C'est ce que ça voudrait dire qu'on pourrait battre un record aujourd'hui, c'est à voir, et la plus fraîche ou la plus froide en 2009 avec 1,5 degré.
Aucune précipitation reçue hier. Aujourd'hui, on a enregistré hier un maximum de 27,4 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 12,7 degrés. La pression barométrique est à 101,8 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 74 % et les vents sont actuellement de direction sud-ouest à 15 km/h. Il fait 19 degrés avec des passages nuageux. Je voudrais bien vous donner les heures de la marée, mais malheureusement, je n'ai pas l'information. Alors voilà, ça complète les prévisions de la météo. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 26 mai 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 26 mai. Mais d'abord, une petite correction pour hier, le 25 mai. C'était l'anniversaire à Elliott Bello. Donc, voilà, toutes nos excuses pour ce petit contretemps. On avait dit Deneau, mais c'est bien Elliott Bello. C'est de la part de toute sa famille, mais principalement aussi de mamie et papy. Donc, Elliott Bello, bonne fête pour hier. Aujourd'hui, 26 mai, c'est l'anniversaire à Mme Monique Gaudreau de la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Bon anniversaire, Mme Gaudreau. Bon anniversaire à ma belle-sœur Jacqueline. C'est de la part de Pierrette. Alors, bon anniversaire, Jacqueline. Bon anniversaire à Rosalie Langevin. C'est de la part de sa grand-mère Francine et de son grand-père Jean-Guy. Bon anniversaire, Rosaline Langevin. Bon anniversaire aujourd'hui à Jacqueline Jordan. C'est de la part d'une amie Denise. Donc, bon anniversaire, Jacqueline Jordan. Bon anniversaire à l'abbé Hubert Campagna. Tiens, bon anniversaire, l'abbé Hubert Campagna. Un bon ami, personne que j'apprécie beaucoup. C'est de la part du groupe de prière Saint-Thomas. Bon anniversaire. C'est la fête aujourd'hui à Martin Caron, un excellent joueur de quilles avec qui j'ai le plaisir de jouer. Et là, vous direz que depuis la pandémie, on n'a pas eu l'occasion de s'amuser ensemble. Martin Caron, donc, bonne fête. C'est de la part de ta conjointe Linda, les enfants, les 6 petits-enfants, maman Jeanne aussi. Alors, bonne fête, on t'aime beaucoup. C'est ce que la famille veut lui exprimer. Donc, bon anniversaire, Martin. Bon anniversaire aujourd'hui à Daniel Roy. C'est de la part de ses parents. Bon anniversaire, Daniel. Bon anniversaire aujourd'hui à Marcel Racine de Montmagny, d'un ancien élève édition 77. Eh bien, alors, bon anniversaire, Marcel Racine, aujourd'hui, 26 mai. Et bon anniversaire à Annie Berthe Chabot-Côté. Et j'ai lu le message qui était sur la boîte vocale. Malgré la distanciation qui nous sépare, C'est ma TV est toujours là pour nous permettre de souhaiter bonne fête à quelqu'un qui nous est cher. Bonne journée des sœurs Bossé et d'une bonne amie, Suzanne. Donc, bonne fête, Annie Berthe Chabot-Côté. Maintenant, bon anniversaire aujourd'hui à François Legault, premier ministre du Québec depuis le 18 octobre 2018. Il a 63 ans, le premier ministre, aujourd'hui. Denis Labelle, président directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec, 66 ans. Claude Legault, comédien et acteur, auteur et scénariste, je ne pensais pas, il a 57 ans, Claude Legault. C'est la fête également à Helena Bonham Carter, actrice britannique, 51 ans. Lenny Gravitz, chanteur et compositeur, 54 ans. Monique Gagnon-Tremblay, ex-femme politique, députée de Saint-François du Parti libéral du Québec de 1985 à 2012. Elle a 80 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 26 mai en 2018, Roland Allé, 28 ans, de Lévis, oscarisé le 31 mars 81 pour le meilleur court-métrage documentaire.
En 2018, Ted Dabney, 81 ans, américain, cofondateur de la société de jeux vidéo Atari, qui a lancé le mythique jeu Pong. En 2017, Jim Bonning, 85 ans, ex-membre du Temple de la renommée du baseball majeur et sénateur américain. En 2016, Angela Patton, 86 ans, actrice américaine. En 2015, Rocky Frisco, 77 ans, pianiste américain, Tulsa Sound. En 2014, Anna Berger, ou Berger, parce qu'elle est américaine, 91 ans, actrice de cinéma et de télévision. En 2009, Peter Zezel, 44 ans, hockeyeur, qui a joué 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey. En 2008, Jean-Louis Cormier, 65 ans, ex-lutteur professionnel. Et en 98, Reine Charrier, 81 ans, connue sous le nom de Madame X. Et en terminant, le 26 mai 77, à leur 5e saison dans l'Association mondiale de hockey, les Nordiques des Québec remportaient la Coupe AFCO. Dans quelques instants, on vous présente la chronique juridique avec Nathalie Dubé, maître Nathalie Dubé. On parlera en immobilier qui paie les frais. Les avis de décès également. On aura les offres d'emploi avant les avis de décès. Il y aura une entrevue avec Pierre Boucher qu'on repasse en reprise parce que cette interdiction de ciel ouvert est très importante. Donc, on rediffusera cette entrevue que nous avons réalisée. La chronique La Pouponnière et José Soucy qui sera nous en fin d'émission. Voilà, je vous souhaite une bonne émission. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de maître Nathalie Dubé du bureau de notaire du même nom au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, merci. Là, on va parler d'immobilier. Oui. On va changer un peu de succession insolvable, puis là, on va parler d'immobilier. Immobilier. Immobilier. Vous savez, il y a un reportage qui a passé là-dessus récemment sur la facture, parce que c'est toujours de savoir qui paie quoi, puis comment ça fonctionne. C'est ça. Partons du début. Je suis certaine que plusieurs de vos auditeurs écoutent aussi la facture à Radio-Canada et souvent, ils ont des petites chroniques à la fin pour informer. Et cette fois-ci, ils ont parlé des factures des notaires en cas d'immobilier. Et l'information est un petit peu erronée. C'est pas drôle, hein? Oh! Oui. OK. À quel niveau? Au niveau des frais chargés aux vendeurs lors d'une transaction immobilière. Fait que je voulais bien informer les auditeurs là-dessus. Ce qui est important, partons du début. Oui. Quand il y a un achat, il y a un vendeur puis un acheteur. Oui, vendeur et un acheteur. L'immobilier, c'est autant un chalet, une maison, un terrain à bois, une maison mobile sur un terrain loué ou sur un terrain acheté. On parle de maison usuelle. Ça peut être un condo, ça peut être un bloc appartement, ça peut être un immeuble commercial. C'est tout l'immobilier. C'est pas seulement la maison unifamiliale. OK. Commençons par la quittance. D'abord, dites-moi, c'est quoi une quittance? Une quittance, c'est le fait, lorsqu'on achète une maison, souvent, on a une hypothèque, un prêt hypothécaire, et on a enregistré une garantie hypothécaire sur notre résidence. Lorsque l'on vend notre maison, on doit dire à l'acheteur « Je te vends ma maison et elle est libre de toute dette ». Donc, pour ce faire, le notaire, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie le solde hypothécaire, va procéder au remboursement à même le prix de vente, va vous remettre le solde et va obtenir la signature du créancier pour faire enlever l'hypothèque sur cette résidence-là. Donc, c'est ça une quittance, c'est d'avoir fait en sorte que notre créancier a confirmé qu'on ne devait plus d'argent versus notre prêt et qu'il enlève la garantie sur notre maison. Pour être capable de refinancer. Oui, avec l'acheteur. On ne peut pas financer une maison ou peu importe. On ne peut pas financer un immeuble s'il y a une dette sur notre créancier. Il faut que ce soit libre
Oui, lorsque l'on vend. C'est sûr qu'on peut avoir 2 créanciers sur un même immeuble si on demeure propriétaire. Oui. Mais si on vend une maison, il ne peut pas demeurer un créancier dessus. Donc, ce qui était véhiculé dans le reportage, c'est que les notaires refilaient la facture au vendeur pour cet item-là et d'autres items. Pour la quittance. Pour la quittance. Qui Donc, paye la quittance? On ne refile pas les frais. La quittance, c'est de la responsabilité du vendeur de la faire enlever et d'acquitter les frais. Les frais sont bien sûr chargés par le notaire. Il y a un honoraire, il y a un frais d'enregistrement de la quittance et il y a les méchantes taxes par-dessus. TPS, TVQ, ça, on ne s'en sauve pas. Donc, c'est pas vrai que c'est un frais caché. C'est sûr que notre devoir de conseil comme notaire est d'informer les gens du coût de ce service-là. Et le service doit être rendu, c'est prévu dans le Code civil, par le notaire qui reçoit la transaction d'achat-vente. L'exception à ça, c'est si jamais votre hypothèque elle est déjà payée, mais que vous ne l'avez pas enlevée juridiquement sur votre immeuble, là, vous pouvez prendre un notaire de votre choix et le faire enlever avant la transaction. Par contre, si c'est dans le cadre de la transaction et que c'est le notaire de l'acheteur qui vous reçoit pour la vente, mais c'est lui qui doit faire la démarche de la quittance. Et oui, vous avez une facturation pour ça. Mais même si l'immeuble est libre de dette, il faut avoir une quittance du créancier hypothécaire. C'est obligatoire. Bien, si notre hypothèque est encore enregistrée, on ne l'a pas fait enlever, ça se peut que mon prêt hypothécaire, ça fait 5 ans, 10 ans que j'ai fini de le payer, mais j'ai laissé l'hypothèque sur ma maison, ce qui va être de plus en plus fréquent parce que maintenant, l'hypothèque, si on ne déménage pas et si on n'a pas besoin de crédit supplémentaire que le montant qui est enregistré maintenant, qui équivaut à peu près 125 % de la valeur de votre résidence, on ne refait pas l'hypothèque, mais on peut réemprunter dessus. Donc, c'est un produit, soit multiprojet, marge à tout. Chaque institution a son titre là, pour ce produit-là. Donc, ça se peut qu'on ne l'enlève jamais, notre hypothèque dessus. Donc, puis ça se peut qu'on n'utilise pas la marge qui est reliée avec, mais lorsque l'on vend, on est obligé de l'enlever. Donc, il faut la faire la quittance. Puis, dans le cadre d'un dossier vente hypothèque, c'est le notaire qui procède à la transaction qui fait ce geste-là. Mais c'est sûr que dans notre devoir de conseil, d'information, on doit vous aviser du coût de la quittance, puis qu'est-ce qu'il y a à faire. Admettons qu'il n'y a pas de marge de crédit. On avait une hypothèque pure et simple, oui, mais qu'elle a fini de payer depuis 1 an. Oui. La banque ou le créancier hypothécaire ne nous envoie pas une quittance. Il faut la demander, c'est important. Bien, c'est ça. Ils vont vous envoyer une lettre comme quoi ils vous confirment que vous avez terminé de payer votre prêt, mais vous enverrez pas le document juridique pour la quittance pour faire enregistrer. Oui, ça prend vraiment le document de quittance signé par le créancier et on l'enregistre au registre foncier du Québec sur le numéro de lot de votre résidence. Et là, il n'y a plus d'hypothèque sur votre maison. J'insiste là-dessus parce que c'est important de le mentionner que même si votre maison est payée, vous devez avoir ce document. Il y a peut-être encore un lien juridique sur votre maison. C'est encore là, sûrement. Frais des taxes. Oui, ça aussi, je voulais en parler, des frais pour vérification de taxes municipales, taxes scolaires. Donc ça dépend des bureaux de notaire. Il y a des bureaux de notaire que ça fait partie du prix qui est donné à l'acquéreur pour son dossier au complet. Ça comprend les vérifications des taxes municipales, taxes scolaires. Il y a d'autres bureaux de notaire qui les chargent aux vendeurs. Donc ça, c'est une information qu'il faut vérifier parce qu'en plus de la quittance, on peut se faire charger des frais pour obtenir les comptes de taxes municipales et scolaires. Pourquoi on demande ces comptes-là? C'est que la municipalité et la commission scolaire, ce sont des créanciers prioritaires. Donc, ils passent devant le créancier hypothécaire lorsque vous ne les payez pas. Et ils peuvent saisir votre maison si vous ne les payez pas. Donc, ne payez pas votre compte de taxes pendant 2 ans. Vous allez voir, vous allez avoir un avis de vente pour taxes non payées. Et ce que ça fait, cet avis-là, si vous ne donnez pas suite, ne payez pas vos taxes et tout ça, ça peut aller jusqu'à la ville saisisse votre maison. Fait que vous pouvez avoir fait tous vos versements hypothécaires à la caisse, à la banque, mais si vous ne payez pas vos taxes municipales, la ville peut saisir votre maison après un certain temps. Donc, c'est pour ça que ce qu'on mentionne là. Ça veut dire que le notaire, son travail, un de son travail, elle doit dire à l'acheteur, ton vendeur, il est à jour dans ses taxes, donc il n'y a pas de possibilité présente, imminente, que la ville puisse saisir la maison. Ça, il y a un coût à ça. Demander une confirmation que les taxes sont payées, ça coûte 50 $ à la ville de Montmagny. Donc, ce coût-là, je ne l'absorbe pas comme notaire. C'est un frais que j'ai à faire pour vous. À la commission scolaire, c'est un 10 ou 15 $. Là, j'ai un blanc de mémoire. Mais déjà là, on a une facture de 65 $ et notre dossier n'est pas commencé. Alors,
il y a des bureaux qui c'est compris dans le montant, le 1500 $ pour l'achat-vente d'une maison. Et il y a d'autres notaires que c'est avec le frais de quittance et le compte de taxes. Les gens vont dire, bien, je vais t'examiner, je les ai payés sur accéder et tout ça. Ça ne compte pas versus la vérification de la Chambre des notaires. Nous, on doit avoir... et avant aussi, des fois, on allait payer directement à la ville, les tempêts reçus. On n'a plus ça maintenant. Donc, il faut vraiment passer par le système qui coûte 50 $. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est fâchant parce qu'une facture de notaire pour un achat-vente de maison, il y a autant de frais que d'honoraires. Donc, c'est un peu plate à expliquer, là, mais quand je présente la facture, mettons, de 1500 $ environ, bien, la moitié s'en va au gouvernement, s'en va à la ville, s'en va aux taxes, s'en va... Ce sont des vérifications que vous devez faire, puis vous devez payer pour obtenir les informations. Exactement. La réception, les frais pour les actes. Oui, pour les actes, ça, c'est l'acheteur qui paie pour ça. Donc, l'acheteur, il paie pour sa garantie hypothécaire, donc l'acte juridique, et l'acte de vente. Il peut avoir une entente avec le vendeur parfois, donc sur les frais, mais automatiquement, dans le contrat, la présomption, puis même la clause est là, que c'est l'acheteur qui paie les frais notariés pour la rédaction des actes. Donc, l'acte de vente, l'acte d'hypothèque, l'enregistrement de ceux-ci. Donc, ça va de soi. C'est l'acheteur qui paye, à moins qu'il y ait... Une entente entre l'acheteur et le vendeur. OK. La réception, signature à l'extérieur. Oui. Parfois, on a des dossiers qui nous arrivent, on reçoit la signature pour un autre notaire. Donc, j'ai l'exemple présentement, j'ai des gens de Montréal qui achètent une maison à Montmagny. Le vendeur est à Montmagny, l'acheteur est à Montréal. Ils prennent un notaire de Montréal pour faire la transaction. Le vendeur a 2 choix à ce moment-là. Il prend son auto, s'en va à Montréal, signe à Montréal pour une maison à Montmagny. Ou appelle son notaire préféré et lui demande « Est-ce que tu peux recevoir ma signature dans le cadre de ma transaction? La notaire de mon acheteur va t'envoyer le dossier tout préparé et j'explique l'acte au vendeur et il signe à Montmagny. Ensuite, on transmet le tout à Montréal et la transaction se termine à Montréal dans le bureau du notaire de l'acheteur. » Ça peut se faire. Mais il y a un coût à ça. Donc, qui paye ce coût-là? C'est tout à fait normal aussi. C'est ça. Parce que moi, oui, je peux vous recevoir pour signer, mais j'engage ma responsabilité professionnelle, même si c'est pas moi, c'est pas mon nom qui est dans le bas de l'acte. Je dois vous expliquer. Si je vous ai pas bien expliqué ou s'il arrive quelque chose, je suis autant responsable. Donc, qui paie ces frais-là? Ça, c'est l'entente entre les parties. C'est pour ça qu'à chaque fois que je reçois un dossier comme ça, on s'informe avant qui paie la réception de signature. Parfois, c'est l'acheteur qui dit « Ah, regarde, je le sais, mais je suis plus à l'aise avec ma notaire, même s'il y a une contrainte territoriale, je vais payer le surplus pour faire signer à l'extérieur. » Puis d'autres fois, elle dit « Non, c'est pas long, tu as juste à prendre ton auto et faire 3 heures de route, puis ça sera ça. » Donc, à ce moment-là, ça peut être le vendeur qui choisisse « Non, moi, je signe dans ma ville, puis je vais acquitter les frais. » de notaire. Mais c'est important que ce soit fait au début, cette entente-là, puis que les 2 notaires soient au courant. Dans un cas comme ça, est-ce que c'est mieux de prendre le notaire de la place ou de prendre... je comprends qu'il y a des frais parce que si vous vous insérez dans le dossier, mais est-ce que c'est pas plus simple de prendre le notaire avec qui on est habitué de faire affaire? Oui, bien sûr, il y a plusieurs... les gens ont plusieurs raisons pour faire ça comme ça. Moi, je préconise toujours de prendre un notaire de l'endroit où est-ce que vous achetez votre résidence. Okay. Parce que parfois, et même souvent, il y a des contraintes territoriales. On connaît notre territoire. Donc, j'ai un cas, pas très loin d'ici, où est-ce que les gens prennent un notaire de l'extérieur. Sans avoir de préjugés, un notaire qui pratique en agglomération, en ville. Puis, où est-ce qu'il n'est pas habitué de voir du zonage agricole, des servitudes qui s'appliquent à un plus grand territoire. C'est ça. À Québec, là, une servitude d'hydro, une servitude de TELUS, puis des droits de passage et tout ça, il y en a un peu moins. Donc, c'est sûr que dans ce cas-ci, le notaire a mentionné qu'il y avait une servitude de passage, mais n'a pas mentionné l'impact de cette servitude-là. Et c'est à donner qu'à un moment donné, les gens étaient assis sur leur galerie et ont vu passer d'autres véhicules dans leur cours. Et comment ça? Le notaire ne me l'a jamais dit.
Il va dire, oui, je vous ai dit qu'il y avait une servitude, mais il ne l'a pas assez expliqué, étant donné qu'il ne connaissait pas l'entreprise qui avait une servitude sur le... Fait que souvent, tu sais, dans nos milieux, on connaît notre territoire, on connaît l'impact sur... Fait que c'est souvent pour ça qu'on préconise quelqu'un vraiment de l'endroit pour recevoir la transaction. Ça ne nous empêche pas d'en faire ailleurs. J'en fais moi-même à l'extérieur, mais on doit être encore plus prudent comme conseiller lorsque l'on fait des dossiers comme ça. C'est sûr que vous êtes plus à l'aise parce que vous fonctionnez tous les jours avec, justement... C'est ça, le territoire. Les tenants et les aboutissants de... Exactement. C'est le célèbre certificat de localisation. Oui, je vais parler du certificat de localisation parce que ça aussi, c'est un coût. Célèbre. Oui, célèbre. Oui. C'est un coût aussi dans le cadre d'une transaction. Dans la pratique, donc, habituellement, c'est le vendeur qui fournit le certificat de localisation, donc qui le paie. Par contre, dans la loi, ce qui est inscrit, c'est que le vendeur a l'obligation de fournir le certificat de localisation qu'il a en sa possession. Donc, s'il n'en a pas, il n'est pas obligé. Par contre, c'est autant de protection pour l'acheteur et le vendeur, le certificat de localisation. Donc, ce n'est pas un document à négliger. Et souvent, les institutions, pas souvent, les institutions financières l'exigent toujours. Est-ce qu'il y a une période? Ça dépend si on est en territoire rénové ou non rénové. Donc, la rénovation cadastrale, il reste encore quelques endroits dans la MRC où est-ce que ce n'est pas complété. La plupart des gens... Montmagny s'est fait depuis 2003-2004. Donc, c'est le fameux nouveau numéro de lot de 1 million et plus. Si vous avez un certificat de localisation qui est antérieur à ce numéro de lot-là, c'est sûr que vous devez en faire un. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, si les bâtiments ont changé sur votre terrain, ou vous avez ajouté une piscine, un spa, une clôture, des éléments de territoire qui sont assujettis à une réglementation, là, ça peut faire en sorte qu'on ait besoin. Fait que le temps, on peut en avoir un d'1 an puis qu'il soit plus bon, comme on peut en avoir un de 20 ans qui soit encore bon. Donc, il faut vraiment le faire vérifier. Et ça, dans le cadre d'une transaction... Est-ce que c'est vous qui faites la vérification? Je peux le vérifier, l'arpenteur peut le vérifier et votre courtier immobilier aussi peut vérifier si c'est correct. Et au niveau, lorsqu'on signe une promesse d'achat, on doit toujours mentionner qui fournit le certificat de localisation et de quelle... j'allais dire qualité, donc si c'est un certificat récent ou qui est toujours valable ou selon les critères que vous allez négocier avec votre vendeur. Voyez-vous l'importance de consulter un notaire? Alors, je vous invite à, si vous êtes dans une transaction, vous êtes sur le point de le faire, consultez Maître Nathalie Dubé pour obtenir tous ces judicieux conseils parce que c'est important de bien faire les choses dans les règles de l'art. Oui. Et surtout, quand on peut sauver une pièce, on essaie de le faire. Et moi, je trouve ça important. Voilà. Alors, Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, au 182 avenue de la Fabrique, Montmagny, 248-7727. Retenez bien ce numéro de téléphone. Merci. Merci à vous. Dans 2 semaines. Merci. Ça complète. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Les services du Centre d'action bénévole reposent grandement par l'implication et l'engagement des bénévoles. En effet, nous accueillons les personnes qui désirent s'impliquer et nous les dirigeons selon leurs intérêts vers les différents types de bénévolat souhaités. En plus de les soutenir par de la formation et de l'information, l'organisme rend hommage à l'engagement des bénévoles par une activité de reconnaissance. À titre d'exemple, plusieurs types de bénévolat sont disponibles au Centre d'action bénévole. Bénévoles accompagnateurs aux rendez-vous médicaux, bénévoles aux visites d'amitié, bénévoles à la clinique Impôt, bénévoles auprès de prothèses capillaires, bénévoles accompagnateurs en soins palliatifs et fin de vie. Moi, actuellement, je fais du bénévolat en fin de vie. J'aimerais ça, c'est très enrichissant au point de vue personnel. Vous ne savez pas c'est quoi qu'on peut donner, puis qu'on peut être très apprécié en les personnes qui sont en fin de vie. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on les guide même. Mais c'est eux autres qui sont toujours, je lui dis toujours, c'est vous autres qui le boss. Être bénévole, ça m'apporte premièrement un enrichissement personnel. Ça m'apporte de quoi apprécier de ce que la vie peut nous donner. Lorsqu'on ne fait pas de bénévole, je ne vous dis pas qu'on n'apprécie pas la vie, mais avec j'appelle ça ce monde à part, alors on se sent plus utile, puis en même temps, on se sent valorisé. Moi, je vais les mener, je vais les accompagner à leur rendez-vous. S'ils ont besoin d'accompagnement pour le fiche, je les remplis, puis je vais les mener à leur salle de rendez-vous, tout ça. J'ai été d'emmener un monsieur, il était en phase terminale là, pour que je l'accompagnais, puis il aimait bien ça, que je sois avec lui. Puis c'est ça, ça me fait plaisir, puis je peux faire rendre un petit brin de bonheur avant qu'il... Ça me fait plaisir. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Le Centre d'action bénévole soutient le programme Vie active. Ce programme offre des activités physiques, cognitives et sociales aux personnes de 50 ans et plus afin de les encourager à demeurer actifs et en santé. Les routines Vie active sont conçues par des professionnels de la santé et sont animées par des bénévoles formés. Elles sont de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Les routines peuvent être faites en position assise ou debout. Pour moi, animer la vie active, c'est une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est un moyen de garder nos aînés en forme le plus possible. Et je leur dis souvent que pour moi, c'est toujours un plaisir de les accompagner dans leurs exercices. Il y a aussi le programme Vie active adapté qui est conçu pour les personnes en légère perte d'autonomie. Ce sont des exercices de groupe adaptés et sécuritaires, accompagnés de jeux de mémoire et d'observation. De plus, différentes activités de plein air sont aussi offertes. Marche musclée, vélo, raquettes et encore plus. Enfin, le programme Vivre en équilibre à nous de jouer est composé de 12 ateliers qui visent à sensibiliser les participants du réseau Vie active aux différentes façons de s'adapter aux changements liés au vieillissement ainsi qu'aux événements marquants de la vie. L'animation de ces ateliers se fait sous forme d'activités éducatives telles que des sketchs, jeux questionnaires, rallyes, etc. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. C'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 26 mai. Vous rappelez que chez la fonderie Poitras de Lillet, on embauche actuellement à 17,54 $ l'heure en partant.
Ça commence bien, hein? Ça part bien, comme on dirait. Alors, on recherche chez la fonderie Poitras des électromécaniciens étudiants, parce que les vacances s'en viennent, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Donc, ça vous intéresse de travailler dans une entreprise dynamique, eh bien, vous écrivez par courriel à carrière@fonderiepoitras.com ou encore, vous pouvez téléphoner au 88 247 5041. Normalement, je vous dis de vous y rendre, mais là, justement, en raison de cette pandémie-là, ben, c'est peut-être plus simple pour vous de communiquer avec les gens de Poitras ou encore d'envoyer votre curriculum vitae directement à carrière@fonderiepoitras.com. Également, on est à la recherche de livreurs chez Lorando Portes et Fenêtres à Montmagny sur la 4e rue. Donc, si ça vous intéresse, 88 248 2391. 418-248-2391. Lorando Portes et Fenêtres à Montmagny, une belle entreprise. Donc, si ça vous intéresse, bien, vous n'avez qu'à communiquer avec ces gens. Également, vous rappelez que le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui vous présente cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure, ont également un site Internet que vous pouvez visiter. Il y a des emplois qui sont disponibles sur ce site. Vous voulez avoir plus d'informations, vous communiquez avec le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-le-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 248 95 59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 26 mars 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Marguerite Morin, épouse de feu M. Joseph Auclair. Elle était la fille de feu M. Arthur Morin et de feu Dame Edwidge Boulay. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. En raison des circonstances, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité avec les membres de sa famille. La famille tient à remercier l'équipe médicale de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Pierre Boucher, qui est directeur du service incendie de la ville de Montmagny. Pierre, il y a une interdiction de feu à ciel ouvert. Oui. Est-ce que c'est respecté? Bien, plus ou moins. Parce que là, j'avais 3 incendies dans mon bulletin de nouvelles aujourd'hui. Oui, puis on peut en rajouter. On a passé la nuit debout encore. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on a beaucoup d'appels depuis un certain temps, pour différentes raisons, là, mais entre autres pour des feux à ciel ouvert qui ont été... les gens ont perdu le contrôle, ou carrément un feu à ciel ouvert, les gens n'ont pas le droit, là, que c'est pas respecté. Et nous, ça nous crée beaucoup d'appels. Puis c'est pas un bon moment pour ça. D'abord parce qu'il ne pleut pas? Non, il ne pleut pas. L'indice d'inflammabilité est extrême. D'accord? La SOPFEA a émis l'interdiction de feu à ciel ouvert sur presque la totalité du territoire québécois. Les villes, les municipalités ont fait de même, dont Montmagny et Cap-Saint-Ignace, donc c'est le même service incendie. Il y a 2 principales raisons. La première, c'est l'indice d'inflammabilité est extrême. Et là, on le voit, même si on commence à avoir un peu de verdure, là, ça va très, très, très rapidement, la progression des incendies. La deuxième, on est dans un contexte de pandémie où est-ce qu'on veut faire en sorte d'éviter les appels inutiles ou le moins d'appels possible qui regroupent notre personnel.
Chaque fois qu'on regroupe notre personnel, on se met à risque. À un moment donné... Qu'est-ce que vous appelez des appels inutiles? Bien, des appels qui pourraient être évités. D'accord? Comme les feux à ciel ouvert. Okay. Comme un feu à ciel ouvert, il y a une interdiction présentement. On n'émet pas de permis, mais il y a des gens qui en font quand même. Mais ça, c'est un appel qui est inutile. On peut l'éviter, celle-là. On peut éviter de regrouper les pompiers pour encore un appel, mais on en fait plusieurs par jour de ces appels-là. Donc là, on a nos pompiers qui se regroupent nécessairement. On ne peut pas éteindre ça tout seul. Puis ça fait en sorte qu'on mène notre personnel à risque. Dans le fond, c'est le service essentiel qu'on met à risque. Si on a du personnel qui est affecté, bien à ce moment-là, on va avoir beaucoup de personnel qui va être isolé par la santé publique. Et ça fait en sorte que là, on a beaucoup moins de ressources. Puis à un moment donné, bien, le maintien du service essentiel va être difficile à maintenir. Donc là, on demande aux gens la collaboration au niveau des feux à ciel ouvert, de ne pas en faire. Un feu à ciel ouvert, il faut s'entendre, c'est pas un foyer avec des parts étincelles. Donc, un foyer conforme, fermé, avec des parts étincelles, où est-ce que l'ouverture maximale des grillages est de 1 cm et moins, c'est permis. Mais encore là, on demande aux gens de faire attention, d'utiliser le jugement. S'il y a beaucoup de vent, comme aujourd'hui ou cette nuit, essayer d'éviter d'en faire. Mais surtout, le feu à ciel ouvert en tant que tel, tout ce qui n'est pas dans un foyer conforme, ça requiert un permis. Et là, des permis, on n'en émet pas parce qu'il y a une interdiction de feu à ciel ouvert. Donc, les gens qui font des feux quand même, bien, premièrement, ils sont en infraction. Ils sont en infraction, donc ils vont avoir un constat d'infraction. Hein, puis on va en émettre, là. On va surveiller parce qu'on a beaucoup trop d'appels. On a encore passé la nuit, tout le personnel, sur des incendies. Il faut comprendre que le service incendie, c'est du personnel à temps partiel. Ces gens-là ont un emploi principal. Là, encore cette nuit, bien, revenu à la caserne à 6h30, nettoyage, décontamination, etc. Puis ces gens-là retournent travailler. Là. On recommence encore dans la journée, ce soir, cette nuit. Là, le personnel commence à être essoufflé. Là. Parce qu'on a beaucoup d'appels. C'est multiplié par 10, ce qu'on a là. Quand vous dites que vous avez des appels, ce sont les gens qui appellent pour dire qu'il y a un feu à ciel ouvert qui se répand, quoi? Oui. On a beaucoup. C'est ça que je veux dire par un appel. Un appel, ça veut dire qu'on a un appel d'urgence, une intervention. Excusez le terme, mais on dit ça comme ça. Donc, on a un appel d'urgence. Un citoyen qui a composé le 911 pour diverses situations, dont des feux à ciel ouvert, perte de contrôle, ou des feux à ciel ouvert où est-ce que quelqu'un dénonce que quelqu'un fait un feu à ciel ouvert. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu le contrôle, mais nous, on doit intervenir, c'est interdit. Et là, bien, on met encore notre personnel, on regroupe notre personnel encore une fois de plus. Donc, on les expose encore une fois de plus. Et là, bien, ça peut venir qu'à mettre le service essentiel à risque, dans le sens où on n'est pas capable de le maintenir. Pierre, quand vous intervenez, c'est important de le mentionner, là. Vous ne pouvez pas sortir, vous, tout seul, avec un camion, là. Ça prend du monde. Il y a un nombre de pompiers que ça prend pour exécuter la sortie, là. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Donc, c'est exigeant, là. Racontez-nous un peu comment ça se passe quand vous avez un appel pour vous rendre sur les lieux. Les gens comprennent bien. Oui, la question est très pertinente. On n'intervient pas de n'importe quelle façon, là. C'est légiféré, c'est réglementé. Il y a la loi sur la sécurité incendie, avec certains règlements qui en découlent, mais on a des performances à atteindre, si je peux le dire comme ça, mais on a des objectifs à atteindre. Donc, pour différents types de feux, là, oui, on a des feux de bâtiment, mais on va avoir des feux extérieurs ou d'autres interventions comme la désincarcération, etc. On a un nombre de pompiers minimum à atteindre avec des types de véhicules qui doivent être utilisés dans un temps donné, maximal, où on doit se rendre sur les lieux. On doit réussir à atteindre ces objectifs-là. Donc, on ne peut pas aller voir. C'est interdit, on ne peut pas faire ça. Il faut déployer les équipes pour pas qu'il y ait de perte de temps. Vous comprenez que, comme cette nuit, on a eu un gros incendie à Cap-Saint-Ignace, sur le chemin des Érables. Il faut juste penser, si on envoie un minimum de pompiers voir, on a eu 5 bâtiments touchés cette nuit. Là. Oui, 5 bâtiments touchés. Imaginez si on avait envoyé des équipes restreintes pour aller voir,
bien, ça aurait été beaucoup plus de bâtiments que ça qui auraient été touchés. Le vent ne vous a pas aidé non plus, là? Non, de très fort vent cette nuit. Beaucoup de tisons. Ça s'est propagé dans la forêt. On a eu une grande surface de toucher. Est-ce que c'est dû à un feu à ciel ouvert? Bien, c'est dans les... L'enquête n'est pas terminée. Donc, je ne peux pas arriver avec une conclusion, mais cet élément-là fait partie de ce qu'on a observé. C'est possible que ce soit ça. Là. Mais il faut comprendre qu'il y a des conséquences à tout ça. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'incendies qui sont dus à des ciels ouverts, des forêts qui brûlent. Oui. C'est important de comprendre, puis surtout avec les vents, là, parce qu'on a quand même des bons vents, puis on annonce ça jusqu'à demain. Oui. Alors... Puis, là, avec le déconfinement, les permissions de certains regroupements, bon, les barbecues, puis il fait beau, là, puis les gens, je comprends que les gens ont besoin de bouger aussi. C'est correct de le faire, mais ce qu'on anticipe pour la fin de semaine, bien, c'est que les gens se regroupent, puis on fait des feux. Hein, on fait un feu, je vais dire un feu de cow-boy, là, mais pour se regrouper autour d'un feu, puis prendre un verre ce soir, demain après-midi, aujourd'hui, c'est pas une bonne idée, là. C'est pas le temps. Regroupez-vous, c'est correct, mais faites pas de feu. C'est vraiment pas de bonne idée. OK. Ce qu'on appelait des feux de camp. Oui. Est-ce que je comprends que la population ne comprend pas? Ben, je dis pas ça. Non. La population ne comprend pas, mais disons qu'il y a des gens qui sont peut-être... Allez-y, ils ont moins de soucis. Un peu. Il y a moins de soucis. Oui, ils ont moins de soucis. Mais il y en a des gens qui, vraiment, là, ils ne sont pas souciés de ça. Puis, ils décident de brûler. C'est vrai que les gens sont aux maisons plus. Puis là, ben, ils s'occupent, font du ménage, des terrains, brûlent les branches. Puis, on en a eu cette semaine, là, beaucoup de ça, où les gens, finalement, ils l'ont allumé quand même. Puis, ça ne sera pas grave, mais ils perdent le contrôle. C'est très, très inflammable. Fait qu'il ne faut pas le faire. On veut pas. Mais je l'ai dit, on va avoir des gens de notre personnel qui vont patrouiller, y compris la SQ, puis il va y en avoir des constats d'infraction. On peut faire ça, puis là, on a une situation où on va le faire pour prendre le contrôle de ça. Puis je ne veux pas punir les gens, c'est pas ça, c'est juste que là, si on veut maintenir le service essentiel, il faut arrêter de se mettre à risque. Puis que ça diminue. Là, c'est trop intense. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si tout le monde est fatigué, à un moment donné, s'il arrive un incendie majeur comme cette nuit, les équipes sont fatiguées, ça prend de la relève. Oui, puis imaginez en plus s'il fallait qu'avec le déconfinement, on commence à avoir quelques cas dans la région où on a des pompiers en contact qui vont être isolés finalement, on perd du personnel. Et donc, c'est le reste du personnel qui vont devoir pallier à ça, puis nécessairement faire face à l'intensité du moment où on a tellement d'appels. C'est très difficile. C'est présentement très difficile. On ne peut pas en prendre plus. Là. OK. Puis en plus de ça, c'est que vous avez des incendies dans des conteneurs là, qui semblent, je le dis, qui pourraient être d'incidences criminelles. Oui, c'est... Je le dis au conditionnel, parce que l'enquête n'est pas terminée. Mais vous avez ça en plus. Là. Oui, on a plusieurs incendies en enquête. Nous, cette on semaine, doit déterminer les causes. Je pense qu'on a eu autant cette semaine qu'on a eu dans les 6 mois. Là. Oui, oui, tout à fait. Donc ça vous demande d'intervenir en plus? Là. Oui. On a des équipes qui doivent travailler là-dessus. Ce matin, là, les gens ont été déjeunés. Je parle de mes enquêteurs, là, ont été déjeunés, qui sont pompiers aussi, nécessairement. Ont été déjeunés, une douche, puis ils sont retournés au travail. Ils sont présentement en train de déterminer les causes là, des incendies qu'on a eus. Il faut toutes les faire. Et les gens doivent comprendre aussi, Pierre, qu'il y a un coût à tout ça. Là. Oui, c'est clair. Ça coûte cher, tout ça. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Fait que d'allumer un feu à ciel ouvert quand on n'a pas le droit, puis que ça déclenche un appel d'urgence, c'est dispendieux. Et des fois, on parle de projets avec une augmentation du compte de taxes. Là, oui. Et le service incendie, il est essentiel, puis ça coûte cher de déplacer des pompiers pour toutes sortes de causes qu'on pourrait prévenir. Oui. Je pense que le mot prévention a tout son sens aujourd'hui. Ah, vraiment, oui. Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Si vous avez un message, c'est le temps. Allez-y. Je pense que je l'ai passé pas mal. On demande la collaboration de la population là, pour au moins le temps de la situation où l'indice de l'inflammabilité est très élevé. Quand vous pourrez là, recommencer à faire des feux à ciel ouvert, on va le mentionner, on va le publiciser, on va recommencer à émettre des permis.
Donc, on vous demande vraiment votre collaboration. Là, on en a besoin. C'est pour ça que je suis ici. Je ne suis pas venu pour rien, là. J'ai demandé de pouvoir venir faire une entrevue pour expliquer à la population que là, c'est important. Nos troupes, là, ils sont essoufflés. On est à bout de nos ressources. Fait que ça serait apprécié de collaborer, s'il vous plaît. Donc, au cours des prochains jours, là, la Sûreté du Québec et le service incendie, on va émettre des infractions s'il y a des gens qui font des ciels ouverts parce que c'est interdit. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Pierre. Pierre Boucher, qui est directeur du service incendie de la ville de Montmagny. Alors, je pense que le mot prévention a tout son sens au cours des prochains jours. Surtout qu'on n'annonce pas de pluie. En tout cas, j'en ai pas vu jusqu'à jeudi prochain. Alors, ça veut dire que, et vous l'avez mentionné, que l'indice de l'inflammabilité est très élevé. Oui. Voilà. Merci beaucoup. On s'arrête. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique La Pouponnière. On a 4 bébés à vous présenter ce matin. D'abord, bébé Damien Dion, né le 12 mai 2020. Les parents Catherine Gagnon et Jean-Michel Dion. Ils sont de Montmagny, donc félicitations à vous. Bébé Damien Dion, des parents Catherine Gagnon et Jean-Michel Dion. Damien qui est né le 12 mai 2020. Bébé Dylan Étienne Rousseau. Les parents Philomène Goyette et Jean-François Étienne Rousseau. Ils sont également de Montmagny. Bébé Dylan, qui est né le 21-2020. Donc, Dylan Étienne Rousseau, les parents Philomène Goyette, Jean-François Étienne Rousseau. Toutes nos félicitations pour l'arrivée de ce bébé le 21 mai dernier. Bébé Naomi Pellerin, les parents Maggie Bélanger et Gabriel Pellerin. Naomi, qui est arrivée le 22 mai 2020. Ils sont de Saint-Pamphile, donc félicitations. Bébé Naomi Pellerin, les parents Maggie Bélanger et Gabriel Pellerin. Je sais qu'ils nous regardent ce matin, on les salue, les gens de Saint-Pamphile. Donc, bébé Naomi qui est né le 22 mai 2020. Et le dernier, c'est bébé Guy-Antoine Paré, les parents Catherine Dumas et Mathieu Paré. Donc, Guy-Antoine, qui est né le 20 mai 2020, ils sont de Montmagny. Alors, félicitations, bébé Guy-Antoine Paré, les parents Catherine Dumas et Mathieu Paré. Guy-Antoine, qui est arrivé le 20 mai dernier. Donc, tous ces gens sont éligibles au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le Jean Coutu de Montmagny. Et justement, voici les gagnants de la semaine dernière. Donc, à tous les mardis, on annonce toujours les gagnants de la semaine précédente. Donc, ce sont les parents Joannie Ouellette et Dany Bélanger de Sainte-Félicité de Lillet pour l'arrivée de Charlie Rose Bélanger, né le 14 mai dernier. Donc, ils méritent un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Je m'empresse de remercier la Pouponnière, tous les employés de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur précieuse collaboration et nous permettant de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Madloire, Montmagny, 248-7474.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. N'écoutant que son courage, mesdames et messieurs, malgré cette canicule qui nous tombe dessus, il est là ce matin pour nous parler des grands titres de l'actualité. Salut, José. Salut, comment ça va? Il a fallu que je me sorte de mon lit quand même. Là. Oh, la vie est difficile, là. La vie est difficile. Une belle journée de même, c'est vraiment difficile. On dit que souvent, c'est le lundi parce que la semaine commence, mais le mardi, le mercredi, et ainsi de suite. Ça va? Oui, très bien, très bien. Oui, ça va bien. À part qu'il y a beaucoup d'incendies dans la région depuis quelque temps. Justement, on a pensé représenter cette entrevue avec M. Pierre Boucher, le directeur du service incendie, parce que je pense que avec ce qui se passe, il y a une interdiction de ciel ouvert, de feu à ciel ouvert, pardon. Et il faut la respecter parce que là, c'est pas le cas là, de l'incendie dont on va parler à Saint-Jean-Port-Joli, mais il y a beaucoup d'incendies dans la région. Donc, il faut être prudent tant qu'il n'y aura pas une bonne pluie. On annonce ça pour jeudi, pour vendredi et samedi. C'est sûr, là, ça va être la fin de semaine, fait qu'il va tomber de la pluie. Donc, des copeaux de bois provoquent un incendie majeur à Saint-Jean-Port-Joli, José. Oui, c'est arrivé à l'usine Rabotage Lillet-Nord vers 11 h hier. Ce qu'on pense qui est arrivé, là, parce que l'enquête se continue, c'est que dans ce domaine-là, il y a un dépoussiéreur ou un souffleur, puis ça vient souvent de là avec peut-être des morceaux de métal, de ce qu'on pense qui aurait fait en sorte qu'on aurait enflammé le bâtiment. Et on parle de dommages évalués environ à 250 000 $. C'est quand même pas rien. Par contre, la bonne nouvelle, Michel, comme d'habitude, quand je dis que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés, pas de morts. Mais ça aurait pu se propager, José, aussi. Oui, parce que aussi, le bâtiment à côté qui appartenait, je pense, Horatio ou je me souviens pas du... Horisol. Horisol, oui, Horatio, c'est pas tout à fait ça. Horisol. Horatio, c'est une autre histoire. C'est pas Horatio Arruda, oui. Non, c'est pas drôle. T'étais loin. T'étais loin, là. Mais Horisol, le mur s'est enflammé également. On a réussi à calmer le jeu, c'est-à-dire qu'on a éteint rapidement le début d'incendie sur ce bâtiment. Et il y a des gens qui ont dit sur la page Facebook, parce qu'on avait parlé de cet immeuble-là qui brûlait, et semblerait-il que C'est ma TV était dans le champ, mais finalement, le temps nous a donné raison. Je veux dire, il y en a qui sont vite sur la gâchette à nous critiquer sur la page Facebook, mais effectivement, il y avait un danger pour ce bâtiment-là. C'est l'informateur là, qui nous avait donné l'information, mais Horisol, en passant, une belle entreprise qui emploie, un peu comme Formaca, là, ce sont des employés là, qui travaillent là, puis c'est pour l'insertion sociale d'entreprise que Formaca. Alors, une belle entreprise à Saint-Jean-Port-Joli, donc qui a été épargnée, et tant mieux. Mais c'est une perte totale. Est-ce que c'est une perte totale? Non, c'est pas une perte totale, mais c'est quand même des dommages relativement lourds du point de vue monétaire. On parle de 250 000 $ ici. Une femme de Sainte-Perpétue arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. Oui, c'est arrivé récemment. Elle s'est fait arrêter dans le secteur de Arma, dans Bellechasse, et les policiers se sont rendus compte que possiblement la dame avait consommé de la drogue. Donc, il y a un échantillon de sang qui est envoyé chez les spécialistes. On va peut-être en savoir plus sous peu, mais c'est une dame de Sainte-Perpétue de Lillet de 39 ans. Il y avait aussi un jeune homme là, qui a été arrêté avec des méthamphétamines. Oui, dans le secteur de Vallée-Jonction, parce que lorsqu'on arrive, on a le bulletin de nouvelles, des faits saillants, si on veut, de la semaine dans le secteur de Sainte-Marie-de-Beauce. Et dans le secteur de Sainte-Marie-de-Beauce, on considère Montmagny et Bellechasse comme étant un peu le même réseau d'information, si on veut, de la Sûreté du Québec. Donc, c'est arrivé effectivement dans le secteur de Vallée-Jonction. Et un pourcentage de guérison de 85,2 % de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, c'est quand même bon. Oui, parce que tu sais que on a souvent un gain
de gens qui guérissent de la COVID-19. Ensuite de ça, ça se stabilise 2-3 jours. Ensuite de ça, on a un nouveau gain, de sorte que ça monte tranquillement, pas vite, mais sûrement, parce qu'avant hier, on était à 82 %. Là, maintenant, on est à 85 % de taux de guérison de la COVID-19 dans la grande région administrative de Chaudière-Appalaches. Je pense qu'on s'en va directement vers les bonnes nouvelles. Puis, je sais qu'il y a des gens qui riaient de Donald Trump, parce que tu te souviens que Donald Trump avait dit, lorsque la chaleur va arriver, le virus va partir. Bien, je pense qu'il avait un peu raison. En tout cas, il annonce vraiment du temps chaud et humide on parle au cours des canicule, prochains jours. Mais là, il annonce la pluie aussi vendredi et samedi, malheureusement, là, parce que ça va être beaucoup plus frais, puis ça va changer les conditions. Mais là, je pense que c'est souhaitable aussi, parce que le message de M. Boucher est assez clair là, pour... Tout à fait. Faites réellement attention. Actuellement, là, c'est propice aux incendies. Le temps sec, là, mon collègue qui me disait qu'il a passé la tondeuse hier, puis il dit que la terre est tellement sèche. Là. Alors, c'est rare qu'on voit un mois de mai comme ça. Je me souviens, l'an passé, le mois de mai, ça n'avait pas été très beau. Puis on disait, il me semble qu'habituellement, le mois de mai, c'était le mois le plus beau. Ça avait bien changé. C'est comme si l'été était arrivé d'un coup, hein? Ça fait quelques saisons, quelques années qu'on connaît des temps froids, mais à un moment donné, un temps réellement chaud. Je pense que c'est ça qui est arrivé la semaine dernière. Et là, on parle déjà de canicule, on est au mois de mai. Alors, c'est le réchauffement de la planète? Ben, le changement climatique, possiblement, un amalgame de toutes sortes de choses. Je présume que les cerveaux ont chauffé pendant le confinement aussi. Oui, surtout. On attend... je ne sais pas si tu suis le point de presse de M. Legault tous les après-midi. Il y a des campeurs qui ont hâte qu'on ouvre parce qu'ici, les terrains de camping, c'est interdit. On n'a pas le droit de se rendre sur les terrains, même pas pour aller voir sa roulotte. Là. Donc, ça pourrait rouvrir au cours des prochaines heures, des prochains jours. Ben, on devrait avoir une annonce il va falloir qu'il se passe de quoi, parce que sinon, on risque de manquer la saison. Ici, c'était le 50e anniversaire du camping de Loi-Blanche, là. Puis on va le manquer. Oui, possiblement, mais l'autre bonne nouvelle, par contre, qui a été annoncée, je pense c'est hier, c'est l'ouverture des centres commerciaux un peu partout au Québec, à part sur l'île de Montréal, parce que tu comprends que à Montréal, on a beaucoup de cas de la COVID-19. Par contre, en région, j'en ai pas parlé tantôt, mais même aux aides-chemins, on n'a plus de cas maintenant, là. Dans la MRC des aides-chemins. Donc, à un moment donné, il faut procéder à la réouverture. Puis là, les commerces ont besoin aussi de vendre leurs produits parce que tu sais que depuis un mois environ, à chaque semaine, on entend qu'une compagnie, des grosses compagnies qui sont sur le bord de la faillite ou qui se mettent sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Je suis à bout de le dire. Insolvabilité. Parce que tu sais, lorsque tu fais pas de vente et tu n'as pas d'achalandage dans tes magasins, c'est quand même dur de garder la tête hors de l'eau. Et c'est là que, compte sur moi, j'achète local a tout son sens parce qu'il va falloir magasiner plus chez nous pour aider ces gens-là. D'abord parce que on a quand même, on est choyé, on a beaucoup de produits et services, mais aussi il va falloir aller... j'aime pas le mot encourager parce que c'est surtout que si on trouve ce qu'on veut, je trouve ça normal qu'on prenne ça chez nous, mais il va falloir travailler avec les gens de la place. Faire un effort supplémentaire pour acheter local, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, et même acheter québécois. Parce qu'on s'est rendu compte avec le confinement et la crise que souvent, pour sauver un petit peu d'argent, on aimait mieux acheter ailleurs qu'au Québec, mais ça ne fait pas rouler l'économie directement du Québec. Oui, mais pas aussi fort que si on achetait directement chez nous. Donc, le 1er juin, les Galeries Montmagny qui vont rouvrir leurs portes. Demain, on reçoit Jocelyn Landry qui va venir nous parler comment ça va se passer, parce que vous savez que depuis lundi, la bibliothèque est ouverte. Alors, il va venir nous expliquer comment ça se passe. Donc, soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information. Bonne journée. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.